Bonjour à tous, Ludovic, je suis donc le propriétaire de la page Audi Passion France sur Facebook. Pour faire vivre le groupe, j'ai eu l'envie en fait de présenter l'Audi A3 Phase 4, donc l'Audi A3 8Y, un véhicule qu'on m'a prêté gracieusement via mon travail pendant 2 jours, que j'ai roulé environ 800 km pour aller à Paris sur 2 jours. Et donc je voulais vous faire mon feedback sur mon expérience avec cette voiture, puisque je suis propriétaire de la phase 3 que je connais très bien, que j'ai depuis 4 ans. Et là c'était ma première expérience donc sur la phase 4. Donc pour résumer ce qu'on peut voir au niveau donc, de l'habitacle, donc on a sensiblement un volant qui ressemble vachement aux versions précédentes, les Komodo également. Celle-ci est assez bien équipée, j'ai les palettes au volant, c'est une boîte automatique. Elle a le Line Assist, le Park Assist, l'Audi Presence, le rappel d'angle mort sur les rétroviseurs extérieurs. On a donc le MMI avec l'écran tactile au centre, le Virtual Cockpit ici au niveau du poste de conduite. On a une finition intérieure-extérieure S-Line sur ce modèle là, on a même l'Open Sky, donc, qui est une option que j'affectionne particulièrement. J'ai regretté de voir que sur la phase 4, on était encore sur un panneau occultant manuel. Je pense que je peux comprendre que sur la phase 3 effectivement il soit manuel, j'aurais aimé que sur la phase 4 il soit motorisé comme sur la gamme au-dessus. A4, A5, A6, etc. C'est avec une touche ici au niveau du panneau de commande. Bon, c'est tout, c'est comme ça. C'est exactement la même pièce. Hein. L'Open Sky a changé dans sa forme. C'est plus les mêmes pièces au niveau de tout ce qui est en verre comparé à la phase 3. Par contre, l'occultant pour moi c'est exactement le même. Hein. C'est la même poignée, c'est la même matière, c'est la même finition. Donc voilà, c'est une petite parenthèse que je voulais ouvrir. Sur la phase 4, on a un rétroviseur électrochrome comme sur la phase 3. Par contre, on a l'habillage du tour qui a été dégrossi, qui fait plus affiné, plus fin, plus précis. Donc c'est assez sympa à regarder. On a l'éclairage en fait de l'intérieur qui est directement avec des petites LED. Moi j'ai dû les passer en LED sur la mienne parce que c'était encore des ampoules qui donnaient un effet jaunâtre. Là c'est de série donc c'est plutôt pas mal. Alors ici bon j'ai le KLS sur ce modèle là. Donc quand on met le contact, bon, on a tout de suite le MMI qui se met en route, on a donc les clignotants qui se déplient, les petites informations au niveau du conducteur, donc ça reprend exactement les mêmes éléments qu'avant. Hein. On a donc les petits messages d'avertissement, bon là il n'y a plus de pile dans la clé de la télécommande. Là ici on a donc le menu radio. C'est assez complet, hein, c'est tactile et en même temps on peut avoir les commandes au volant qui nous permettent de ne pas lâcher le volant comme sur la version précédente. On a l'onglet avec le jumelage du téléphone pour tout ce qui est Bluetooth, donc pour les appels et le multimédia. Le GPS qui s'affiche à la fois sur le Virtual Cockpit mais il s'affiche également donc au niveau du MMI. On notera que les bus d'aération sont plus rondes, c'est quelque chose que j'avais très bien aimé sur la phase 3. Voilà, ils ont choisi de mettre des bus d'aération en gros qui sont rectangulaires, mais qui rappellent un peu ce qu'on a chez Lamborghini. Donc Lamborghini, pour info, c'est une marque qu'on a rachetée en 2000, donc ça fait 22 ans qu'on a racheté la marque. Et ils ont voulu en fait faire un petit clin d'œil à un des éléments du groupe en reprenant ces bus d'aération là qui sont à la fois sobres et agressifs. J'aime bien la forme. Ce que je peux dire sur mes 2 jours de roulage avec, elle est très confortable, elle est silencieuse, elle marche assez bien. Donc il faut savoir que c'est un 1,5 litre TFSI 150 chevaux. Moi je roule avec le 2 litres TDI 150 chevaux, celle-ci c'est un 1,5 litre. Elle marche assez bien, par contre effectivement moi qui suis habitué au TDI, quand vous êtes en train d'accélérer, la poussée est beaucoup moins forte, elle est un peu moins forte que sur le TDI, puisque le TDI a son max de couple en dessous de 2000 tours, alors que celle-ci il faut monter un peu plus haut. Et qui plus est, le moteur essence a entre 80 et 100 Nm de couple comparé à l'équivalent diesel. Donc voilà.
Ça c'est pour ceux qui veulent vraiment rentrer dans le détail. J'ai trouvé quand même que voilà, c'est un réservoir pour moi qui doit être de 50 litres parce que j'ai fait le plein avant de partir et j'ai fait mes 2 allers-retours jusqu'à Roissy et je suis tombé en rade sur l'autoroute. Enfin, en rade. J'ai dû sortir de l'autoroute pour aller faire le plein. Et ça m'a un peu laissé sur ma faim parce que voilà, si je reprends mon roulage, j'ai fait donc sur la mémoire à long terme 880 km avec le plein. Sachant que de base quand j'avais mis le plein, elle m'avait affiché en autonomie 730. Donc pour finir, comme j'ai 15 km pour prendre l'autoroute, j'ai fait que de l'autoroute ensuite à 130. Elle fait plus que ce qu'elle dit, mais bon. J'ai quand même une moyenne de 6 litres. Donc ça reste convenable hein, pour un essence, attention. Mais voilà, pour moi qui suis habitué au TDI, ça consomme quand même un peu plus. Donc ça, c'est ce qui me laisse moi-même sur ma faim, mais bon, ça c'est vraiment en fonction des préférences. Et je ne vais pas porter de jugement en fonction des préférences de chacun. J'ai un peu de mal avec tout ce qui est sélecteur de vitesse. Je suis pas en phase avec le design qu'ils ont fait type bouton de friteuse pour passer les rapports. J'aurais aimé que ce soit encore comme la S-Tronic qu'on avait sur la phase 3, un pommeau qui nous permet, une fois qu'on est en roulage, hop, on laisse sa main sur le pommeau, même si c'est une automatique, on a quelque chose qui nous permet de reposer notre bras, parce que là c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a manqué. Alors moi je roule avec une boîte manuelle, mais c'est pareil, vous avez quand même quelque chose qui sort ici, qui vous permet d'appuyer votre bras. Et moi ça m'a gêné, ici il y a un espace qui me gêne, même si en soi le design est pas mal, parce qu'on a quand même le noir laqué autour de la commande. On n'a plus le bouton à l'ancienne sur les phases 2 et 3, là ici tout est tactile, hein. Donc là vous avez juste à passer votre doigt dessus, ça vous permet de monter le son et de le baisser. D'accord. Là j'effleure juste le bouton, hein. J'appuie sur rien du tout. Hein. Donc bon, c'est assez bien, c'est technologique certes, mais bon, je trouve que c'est un peu vide à ce niveau-là, et moi ça a tendance à me gêner par rapport à mes goûts. On a encore un panneau de commande de climatisation digitale, avec comme d'habitude la montée en température des deux côtés, vous pouvez le faire manuellement. Pour ceux qui avaient la phase 3, il y avait le bouton auto où il fallait rester appuyé 2 secondes dessus pour faire clignoter la LED et ça resynchronisait la température qu'on pouvait monter en même temps à droite et à gauche. Là on a carrément le bouton 5 qui nous permet de reprendre la main sur le côté passager et le côté conducteur, sachant que c'est une climatisation Bison. Donc voilà en gros pour l'idée. On a plus de lecteur CD dans la boîte à gants. Donc pour ceux qui ont encore des CD au jour d'aujourd'hui, et je fais partie de ces gens-là, les CD c'est terminé. Dans cette voiture-là, on va pu mettre le CD comme on avait sur la phase 3. On a le Bluetooth pour le multimédia, la téléphonie, la radio. On peut brancher les clés USB ici. On a 2 ports clés USB avec du micro USB ici. Donc ça, soit de vous brancher si vous avez un USB-C, USB-C, vous pouvez brancher le téléphone directement ici pour avoir votre multimédia sur l'écran. Ou alors il faut acheter un adaptateur. On a encore le Drive Select. Ça c'est une racine de la marque et c'est quelque chose qui permet en fait de pouvoir changer son plaisir de conduite tout en gardant le même véhicule. Donc ça c'est sympa qu'il l'ait laissé. Ici donc c'est pour le SP off, le système de stabilisation directionnelle restreinte, donc soit en mode sport, soit en mode désactivé si vous appuyez 5 secondes. Le bouton qu'on utilise le plus souvent dès qu'on démarre le véhicule, c'est le start and stop qu'on désactive. Ici donc c'est le feu de détresse. Là on a ce qui nous permet de mettre en route la caméra arrière et de se servir des radars de recul pour se guider avec le son et avec l'image sur le MMI. Et là c'est carrément le parc assist, alors là vous appuyez dessus, une fois que vous êtes arrivé là où vous voulez vous garer, vous allez bouger le commodo et elle va savoir de quel côté vous voulez vous garer. Et à partir de là elle va vous dire à l'écran, voilà, avancez, arrêtez-vous, passez la marche arrière, lâchez le volant, lâchez le frein tout doucement et avec la boîte auto, en fait elle va se garer, elle va venir faire son créneau ou se garer en épi vraiment d'elle-même. Donc ça c'est une option que j'ai vraiment trouvé sympa. Ici donc tout ce qui est dégivrage du pare-brise, dégivrage de la lunette arrière. Donc voilà, ici pour la description du véhicule, bon, on a encore les fameux pare-soleil avec le miroir de courtoisie éclairé. Donc ça c'est pareil, c'est une option.
donc côté conducteur et côté passager. Là il pleut, donc si j'ouvre ça va pas aller, donc je vais le fermer tout de suite. Donc voilà pour le petit descriptif, ce qu'on a à l'habitacle. On a des sièges en cuir. Alors je vais prendre le téléphone et je vais filmer en fait les sièges en face. Voilà, donc les sièges ils sont assez sympas. Donc ils sont siglés S-Line, ça se voit pas forcément dans le noir, mais ils sont siglés S-Line ici. On a le S du S-Line. Donc c'est des semi-baquets et semi-cuir. Donc on a encore le tissu comme sur la version précédente. Et en fait les rappels de cuir sur les côtés et sur le dossier. Donc je les trouve assez agressifs, ils sont assez sympas par contre les sièges. On peut avoir mieux, hein, mais je veux dire dans la finition S-Line ils sont quand même sympas. On a le panneau de porte avec la clichette inversée. Donc là la clichette elle est vers le haut. Vous voyez, d'habitude c'est en bas. Puis on tient là. Là ils ont fait l'inverse sur ce modèle là, donc c'est pas mal, ça change. Donc avec les différents emplacements pour les enceintes. Sur le panneau de commande côté conducteur, donc on a le rétroviseur, le réglage. Vitre avant des deux côtés, vitre arrière des deux côtés. On peut condamner donc pour la sécurité des enfants l'ouverture des fenêtres à l'arrière. Ici donc on a le dégivrage des rétroviseurs. Et là si on veut les refermer, on met la commande et ça les referme tout de suite. Voilà. Donc le volant est siglé S5. Donc là il n'y a pas le mets-plat. Moi j'ai le mets-plat à titre personnel dans la mienne. Je trouve que ça fait sympa. Mais je sais que sur la phase 4, en fonction des options que vous allez avoir dans le pare-brise, donc moi j'ai la caméra, donc la forme trapézoïdale qu'on voit devant la base du rétroviseur intérieur. Donc j'ai le détecteur de pluie, le sensor lumière. Il y a aussi la grosse partie au-dessus qui est la caméra, donc qui vous permet d'avoir le line assist, etc. Donc voilà. Voilà. Hop. Donc la planche de bord, bon les matériaux, on a quand même une surpiqûre ici, on a un rappel de surpiqûre au niveau du volant également. Donc ça c'est pas mal. Ce que je pense du matériel en lui-même, bah, c'est un peu en deçà de ce qu'il y avait dans la phase 3. La phase 3 on sent vraiment, quand on touche la phase 3, on a l'impression que c'est un revêtement cuir qui peut être surpiqué aussi. Mais là, on sent que ça reste malléable. Hein. Quand je le touche, regarde, il se déforme et il reprend sa place après. Mais on dirait du plastique dur, quoi. C'est moins noble comme matériel. Au passage, on a encore l'enceinte centrale pour le son. Donc voilà ce que je pense du véhicule. Elle est vraiment sympa. Elle est vraiment sympa. Il y a certaines choses que j'aime, certaines choses que je vais moins aimer. Hop. Donc je vais inviter ma caméraman à filmer donc le prix du véhicule et les différents détails. Donc ça c'est un véhicule qui est en vente chez nous bien sûr. On est quand même sur une pièce qui a bientôt 10 000 km et on est à 41 000 euros. Donc il faut vraiment avoir envie de dépenser cette somme là pour un véhicule comme ça, parce que c'est quand même qu'une A3, hein. On est d'accord, c'est pas une S3, c'est pas une RS3, on est sur un 1,5 litre TFSI 150 chevaux. Et c'est un véhicule qui a elle est de 2021 de mémoire, je crois qu'elle est de mi-2021 pour être précis. Voilà, faut quand même avoir le porte-monnaie qui va avec. Hein. Donc voilà pour le petit descriptif. Malheureusement là il pleut comme vous pouvez le voir et l'entendre je pense. Je ferai une vidéo, j'ai fait quelques photos de l'extérieur en plein soleil, donc j'aurai ce qu'il faut pour nourrir le groupe. J'essaierai de faire une vidéo demain si jamais il pleut pas, parce que là ça commence à être la nuit. Il est 21h15. Et si demain il pleut pas, j'essaierai de faire un tour vidéo visuel de l'extérieur. Et voilà, ce que j'ai vraiment aimé, c'est les systèmes d'assistance à la conduite et surtout les rappels d'angle mort dans les clignotants. Donc c'est la petite forme carrée que vous avez juste avant la glace du rétroviseur. Ça fait comme un flash orange, comme un petit coup de plein phare orange. Si jamais il y a quelqu'un qui arrive pour vous doubler, ou si vous êtes en train de doubler quelqu'un et que vous allez vous rabattre trop tôt, lui il clignote pour vous dire attention, il y a la possibilité de queue de poisson, etc. Je suis pas forcément fan du line assist. Là j'ai 2 heures de route pour aller où j'ai été à Paris. On fait que ça, doubler. Si vous ne mettez pas clignotant, vous avez un message visuel, vous avez un message sonore, vous avez le volant qui se redresse. Donc ça peut être à la longue désagréable, surtout sur des longues routes comme ça que j'ai fait sur 2 jours.
Donc j'avais moi-même choisi la phase 3 sans ces aides là, parce que ces aides là existaient déjà à l'époque de la mienne quand elle est sortie. Et je me suis battu pour en trouver une vraiment très bien optionnée, mais sans ces choses là. Sachant que je l'avais acheté aussi d'occasion à 43 000 km. Et voilà, donc ça, moi je suis pas fan du line assist et du pressense. Même sur soi ça peut vous éviter des accidents, hein. Vous mettez le régulateur, celle-ci elle a le régulateur adaptatif. Vous roulez à 130, il y a un gars qui déboule à 100 devant vous. La voiture, vous touchez strictement à rien. Vous touchez à strictement à rien. La voiture, elle va capter la voiture, elle va se mettre à son niveau à une certaine distance, elle va rouler à la même vitesse. Et dès qu'elle se rabat, hop, elle repart toute seule à 130. Ça, c'est assez utile, mais sur du long terme, ça peut être un peu chiant. C'est pour ça que moi aussi, sur la mienne, par exemple, j'ai pris un régulateur, mais pas adaptatif. J'ai pris le régulateur manuel. C'est moi qui le gère. Les palettes au volant, donc je m'en suis un peu servi. Bon, il y a beaucoup de personnes qui aiment bien augmenter la taille du machin pour passer. Bon, moi, j'ai des mains qui sont pas forcément trop grandes, donc ça tombe naturellement sous la main. Vous êtes en train de conduire. Bon, je dis pas 10h10 non plus comme au permis de conduire, mais vous êtes en train de rouler. Vous la claquez, donc il suffit juste de rappuyer une fois vers le bas, elle est en D, donc il faut que je l'allume et que je mette le pied sur le frein, c'est pour ça que là les vitesses ne passent pas. Mais vous êtes en train de rouler avec votre voiture, vous claquez un coup en bas, elle passe en S. Donc on le voit ici au niveau du compteur, elle 2D, elle passe à S. Voilà, vous utilisez les palettes, c'est vous qui montez dans les tours, vous pouvez jouer avec la zone rouge, donc vous avez quand même un caractère sportif avec les palettes. Mais après voilà, c'est quand même un essence qui fait que 150 chevaux. Donc est-ce qu'on pourrait mettre 40 000 euros pour ce type de véhicule? Je sais pas, parce que d'occasion, un véhicule sportif puissant, vous trouvez à 40 000, hein, ça c'est clair et net. Donc voilà, est-ce qu'on va sur un véhicule très récent, avec vraiment de très bonnes technologies de dernière génération? Ou est-ce qu'on prend quelque chose d'un peu plus vieux qui aura justement pas d'aide et qui va permettre justement de se mettre en travers ou d'être un peu plus joueur si on a vraiment un caractère sportif? Faut peser le pour et le contre. Faut peser le pour et le contre. Voilà, donc voilà, celle-ci elle a 9500 km bientôt. J'apprécie, hein, c'était pas fatigant, elle est confortable, elle est silencieuse, etc. Ça j'ai déjà dit. Je me suis amusé à toucher un peu à tout au niveau du multimédia. C'est très complet, hein, vous choisissez ce que vous voulez. La radio, c'est pas forcément qu'à l'oreille, c'est aussi visuel. Vous voulez mettre Europe 1, vous cliquez sur Europe 1, vous mettez Europe 1. Vous avez donc le nom des stations, le nom des chansons, ce qui va arriver derrière, les alertes si vous avez des accidents sur la route, etc. etc. Donc c'est pas mal. Ici, donc la source, vous pouvez sélectionner ce que vous voulez, hein, donc les périphériques externes, tout ce qui sera connexion avec le téléphone. Les périphériques USB, c'est préféré partir sur le USB. J'ai pas forcément aimé le fait d'avoir vraiment une belle image bien complète à ce niveau-ci pour le GPS, et vous avez exactement la même chose ici. Donc je vois pas intérêt en fait de mettre vraiment exactement la même chose ici et ici, sachant que moi qui suis habitué à la phase 3, effectivement sur le MMI qui sort donc au niveau de la planche de bord sur la phase 3, vous avez votre vue GPS qui est ainsi, et vous avez un petit écran, donc pas encore un virtual cockpit, moi c'est un écran avec des aiguilles, mais dans l'écran avec les aiguilles, vous avez quand même un petit écran digital au milieu, et au lieu de vous remettre symétriquement ce qui s'affiche déjà sur votre MMI de base, là elle va vous afficher le nom de la rue, la direction, combien de mètres avant de tourner, donc c'est un truc qui vient en complément de ce qu'on a sur le MMI au niveau du GPS. Alors que là, c'est strictement la même chose. Et je trouve ça dommage en fait. Ils auraient pu garder la même idée sur la phase 4. Enfin voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Pour l'instant, je crois que j'ai fait le tour, hein, de l'intérieur. Elle est assez, voilà, elle est sympa, ça reste du classique, hein, ils ont pas remodélisé complètement la chose, ils n'ont pas tout changé. On se retrouve bien dans une Audi A3. On a quand même ses repères. Donc voilà, faut faire le pour et le contre. Moi, c'est un véhicule que j'ai aimé rouler, mais je sais pas personnellement si je mettrais 40 000 euros pour ça. Moi, pour vous donner un petit ordre de comparaison, ça neuf, dans cette finition-là, vous êtes au-dessus, vous êtes à 60 ou légèrement au-dessus. Donc 60 000 euros, ça commence à piquer. Là, vous la prenez à la bientôt 10 000, on est encore à 40 000 euros de mémoire. Moi, la mienne, elle valait 47 000 euros neuve. Quand je l'ai achetée, elle avait 43 000 km, j'ai dit tout à l'heure. J'ai payé moins de la moitié du prix, pourtant c'était en concession. Donc à peu près, elle est à 22 900 hors frais, 23 600 clés en main. Donc voilà, 23 600 clés en main, donc un petit peu plus de 20 000 euros pour rouler avec un véhicule comme moi. J'ai acheté, je suis d'accord. Là on nous dit, ouais, faut mettre un petit peu plus de 20 000 euros, on est d'accord. Pour autant, sur cette génération-là qui est sortie en mars 2020, donc pile quand on était dans le Covid, donc on n'a pas eu le temps de les commercialiser, on n'avait plus le droit de bouger, on n'avait plus le droit de sortir, etc. C'est pour ça qu'elles ont été tardives à se faire montrer. Là maintenant voilà on a d'autres problèmes maintenant avec ceux qui suivent l'actualité, les composants électroniques, etc. On va pas réinventer l'eau chaude. Et voilà, au jour d'aujourd'hui,
40 000 € pour un véhicule qui a 10 000 km, qui a 6 mois presque un an. Sachant qu'elle n'a pas de choses en plus que d'autres. Je sais pas si je mettrais ce prix là. En plus là c'est pareil, on a pas mal d'options. Par contre on n'a pas le Bang & Olufsen, enfin on n'a pas le système son le plus haut de ce qu'on peut avoir dans cette gamme là. Donc si on vient rajouter le Bang & Olufsen, donc qui est le système avec les 14 haut-parleurs, amplifié à 705 watts d'origine, etc. Si on vient rajouter ça, ça monte encore le prix de la voiture. Hein. C'est une option qui fait quasiment 3 000 €. Hein. Donc voilà. Là, la petite parenthèse personnelle que je voulais ouvrir par rapport à ces véhicules là qui sont à mon sens vraiment beaucoup de plus en plus chers, quoi. Voilà, donc faites-moi un petit feedback par commentaire dans la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. J'ai pas de chaîne YouTube, hein, donc c'est pas la peine de me dire je vais m'abonner, non. Je l'ai faite parce que voilà, j'ai eu envie de la faire parce que j'ai eu le véhicule, je l'ai roulé pendant 800 km, donc je peux faire un feedback sur mon ressenti, sur ce que j'ai vécu avec, est-ce que j'ai pris du plaisir, est-ce que j'ai pas aimé, etc. Si la globalité c'est que j'ai aimé, j'ai pris du plaisir à la rouler. Je regrette que ce soit un essence, parce que j'aurais vraiment voulu avoir la même motorisation que la mienne dans ce véhicule là, pour vraiment faire un bon comparo sur une longue route, sur autoroute comme préconise le diesel. Mais bon, malheureusement c'est un TF6 et tout c'est comme ça. Donc faites-moi un petit feedback par commentaire. Est-ce que vous avez aimé cette présentation? Est-ce que vous seriez intéressé que je présente d'autres véhicules, sachant qu'au taf, forcément comme c'est mon boulot, hein, je suis piqué au fer rouge là maintenant. Hein. Je pense que là on peut le voir hein, quand même que j'apprécie à titre personnel la marque et que j'ai voulu en faire mon métier. Donc ça c'était petit clin d'œil. Donc j'ai le privilège et j'ai la chance de pouvoir essayer des véhicules de la gamme de quasiment tous les modèles. Donc si vous voulez que je présente un autre modèle, je pourrais éventuellement entre les midi demander les clés à ma direction et puis décrire voilà, ça c'est un Q5, un Q7, un Q3, une A4, une A6, peu importe. Sachant qu'on a un petit peu de tout actuellement au boulot, donc ça peut être une chance. Donc faites-moi votre feedback et dites-moi ce que vous en pensez. Et puis j'essaierai donc de faire une vidéo sympa de l'extérieur. Sachant que le modèle que j'ai, je tiens à préciser, c'est bleu turbo. Alors la couleur de la voiture bleu turbo, ça fait un peu... alors voilà, c'est purement personnel ce que je vais dire. C'est un peu un bleu EDF, donc je sais pas si moi, si j'avais dû configurer cette voiture-là, j'aurais pris de cette couleur-là. Voilà, là c'est le bleu turbo, il y a un deuxième bleu qui ressemble au bleu turbo qui est beaucoup plus beau parce qu'il est plus foncé, mais bon voilà, je vais pas m'étaler sur les goûts, les couleurs de chacun, ou sur mes goûts et mes couleurs, enfin ce serait hypocrite de parler que de ce que j'aime moi. Mais voilà, sachez qu'elle est bleu turbo, de toute façon j'ai fait des photos en pinceau et vous verrez ce que ça donne en plein jour. Et demain je ferai une petite vidéo de ce qu'on a à l'extérieur et je préciserai ce qui est bien, ce qui est pas bien également sur l'extérieur. Merci à tous, merci de m'avoir visionné.